Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne en direct de l'École des Arts Joailliers. Je m'appelle Ghislain Aucreman et je suis historien de l'art et responsable des conférences à l'école. Et j'ai le plaisir ce soir d'être avec mon ami et collègue Paul Paradis, qui est également historien de l'art et professeur à l'école. Bonsoir Paul. Bonsoir Ghislain. C'est un plaisir de se retrouver tous les deux et de se retrouver Vraiment. pour cette belle thématique. Chez nous. Nous sommes dans la bibliothèque de l'école et nous allons ensemble découvrir une thématique qui nous est chère, que nous avons baptisée l'art des broches. Juste avant de commencer, quelques petites informations techniques, je dirais, de façon à vous donner les éléments si vous ne connaissez pas nos conférences en ligne. Pour ceux qui connaissent, vous savez déjà ce que je vais dire. Cette conférence durera 1 heure avec à la fin une partie de questions-réponses. Dans le chat, vous retrouverez notre amie et collègue Inesita Agé-Echo, qui est historienne d'art également et professeure à l'école, et qui va modérer ce chat, récupérer l'ensemble des questions que nous aurons le plaisir de répondre à la fin de cette thématique de conférence. Cette conférence est enregistrée et donc vous pourrez la redécouvrir d'ici à peu près 2 semaines sur les replays de l'école où vous avez l'ensemble des conférences que nous proposons depuis déjà presque 2 ans. Donc une belle histoire des conférences. Et sans plus attendre, nous allons immédiatement aborder la thématique de l'art des broches. On y va. Alors, qu'on dise fermaille, broche, clip, fibule, enseigne ou pins, ce soir, on va prendre tous ces mots pour décrire un seul objet, la broche, n'est-ce pas, à travers les siècles, en une petite 45-50 minutes. Et ce qui est important, c'est de voir le changement à travers les cultures et les époques, selon les matériaux qui sont disponibles, la fonctionnalité. Tout ça, on va aborder. Hein. Et on commence avec ce qu'on voit vraiment, une broche vraiment glamour des années de Hollywood. C'était Tony Duquette, qui était un grand dessinateur américain, et pour la MGM, pour les films, et pour les personnes, pour les particuliers, protégé d'Alcide de Wolf, une des grandes décoratrices du XXe siècle, et il se lance à faire des bijoux vraiment colorés. Alors, on est dans vraiment ce registre. Il a travaillé avec Greta Garbo, avec d'autres grandes actrices. Et donc, ces broches, quand je pense à la broche, un petit peu, je pense à ces broches glamour démesurées avec, du nacre de l'ormeau et ce grand améthyste de 42 carats. En fait, Anthony Duquette, il disait « Je fais de la bijouterie, costume jewelry, mais un peu plus luxe ». C'était son idée. Oui. Ce qui permet de voir que la broche a eu des portées qui soient très précieux ou moins précieux. Et c'est ce qu'on va découvrir. Cette myriade de mots nous permet immédiatement d'arriver à nos 3 grands chapitres que nous allons aborder aujourd'hui. La première thématique, nous l'avons intitulée « Du fonctionnel au décoratif », puisqu'on va voir que la broche a vraiment une fonction utilitaire d'abord, et ensuite que très vite, ça va devenir un ornement précieux ou moins précieux, comme on va pouvoir le voir. Dans un 2e chapitre, nous l'avons intitulé « Emblèmes et symboles », puisque la broche, comme de nombreux bijoux, sont porteurs de sens, porteurs de symbolique, et on va comprendre justement quels sont les éléments à décoder pour appréhender au mieux le langage de la broche. Et enfin, dernier mais pas des moindres, le bijou broche est un véritable objet sculpture, on peut le dire. Et c'est cet élément que nous allons traiter justement dans un tout dernier chapitre pour voir que la broche, presque indépendante de sa première fonction utilitaire, va devenir un objet sculptural tridimensionnel qui a sa vie propre. Un objet d'art. Un objet d'art, tout à fait, c'est le terme. Alors commençons sans plus attendre avec notre tout premier chapitre, du fonctionnel au décoratif. Et pour cela, je vous propose un voyage à travers le temps, un voyage qui va nous permettre d'aller au cœur de l'Antiquité. Nous sommes au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc les années 1600, 1400 avant notre ère. Nous avons l'apparition d'un premier élément que nous baptiserons bien plus tard avec le nom latin de fibula, la fibule. La fibule, c'est un objet qui en latin décrit un élément qui permet de fermer, de clôturer. L'idée est assez simple, on prend un ardillon, c'est-à-dire une aiguille, sur laquelle on va avoir une boucle sous forme en règle générale d'arc qui va permettre de fermer un vêtement. L'ensemble des vêtements du monde gréco-romain de façon générale, et au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, on est avec les Mycéniens,
On sait que le musée archéologique d'Athènes, notamment, a trouvé un certain nombre d'objets qui datent de cette époque. L'idée est un principe simple, c'est celui de l'épingle à nourrice. Donc on va avoir cette structure pour fermer, piquer en quelque sorte, et permettre de maintenir des vêtements qui ne sont pas boutonnés. Le bouton n'existe pas. Donc, fonction pratique et utilitaire. Très vite, on va orner la partie visible qui n'est pas évidemment la pointe, mais qui est l'ornement. Et c'est ce que vous avez sur la gauche, ici, qui vous permet de voir une fibule probablement de culture étrusque. Nous sommes en Italie, nous sommes au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc 1000 ans après, finalement, notre première production de fibules, elle est très ornée. On y voit plein de toutes petites billes, de petites granules, donc de granulation de l'or, qui sont des techniques extrêmement abouties, sur cette forme en arc extrêmement opulente, qu'on a parfois, c'est les archéologues qui ont dit ça, qualifié de forme de sangsue. Ça ressemble un petit peu à cet animal, mais c'est cette idée très ornée, très décorative, que l'on va retrouver dans le monde italique, et dans le monde latin, donc le monde romain, et qui va continuer encore et toujours avec ces toges drapées tout au long, justement, des premiers siècles avant et après Jésus-Christ. Et le Moyen-Âge va continuer cette tradition, à tel point que, après le passage de l'an 1000, jusqu'au XIVe siècle, où on a vraiment une première grande utilisation du bouton, on peut le dire, et finalement, on va avoir l'idée de fermer le vêtement, des vêtements souvent plus lourds au Moyen-Âge, avec des tissus assez épais, et donc on va avoir ces grosses broches décoratives qu'on n'appellera plus fibules, de leur nom latin, mais qui en vieux français seront appelées un fermail des fermeaux. Donc le fermail, qui comme son nom l'indique, sert à fermer le vêtement, à le maintenir justement, va devenir l'objet sur ces grandes chasses de tissus qui véritablement vont être utilisées autant dans le monde religieux que dans le monde laïque. Et là, vous avez un exemple absolument exceptionnel d'un fermail qui a été retrouvé dans la première moitié du XXe siècle dans une fouille archéologique, qui est une pièce du XIVe siècle, qui s'appelle la Spilla di Cangrande en italien, qui vient d'un grand seigneur de guerre, un condottiere, comme on disait à l'époque. Et ce seigneur de guerre et grand personnage seigneur de l'aristocratie de Vérone, Cangrande, possédait justement un tel objet orné de perles et de pierres de couleur, comme vous pouvez le voir. Un objet qui a été emporté dans sa tombe et qui a été positionné aujourd'hui dans le musée de la ville de Vérone, justement, et qui nous permet de voir, avec cette forme étoilée, très symbolique bien évidemment, le rôle aussi décoratif que fonctionnel qu'un objet comme celui-ci pouvait avoir, puisque à la fois il devait fermer une cape, on peut imaginer, ou un lourd vêtement, mais en même temps il montrait la richesse et l'importance d'une figure comme celle-là. Et ça va véritablement rester dans ses origines de la broche, une sorte de dualité entre garder l'aspect fonctionnel et en même temps avoir un rôle aussi décoratif. Ce qui est incroyable dans cette pièce, c'est le panoplie de pierres. On avait déjà beaucoup de belles pierres qui arrivaient en Europe. Qui déjà étaient employées. Parce qu'on a toujours ces idées, la fibule tout simple en fer, etc. On va passer vraiment dans une époque charnière, le 17e au 19e. On a concilié beaucoup d'époques dans une seule slide. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ornements de corsage deviennent la règle féminine. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir la broche, c'est pas encore vraiment la broche, c'est un devant de corsage en forme de nœud qui devient très à la mode à partir du milieu du XVIIe siècle. Un certain Gilles Légaré avec son traité, avec les nœuds de toutes sortes. Aussi, on appelle ça le nœud à la Sévigné. Madame de Sévigné les affectionnait particulièrement. Mais ce qui est intéressant, n'oublions pas, on n'est pas encore à la broche avec l'ardillon. Hein. C'est cousu sur le devant de corsage de ces robes magnifiques à travers le XVIIe. Et en fait, dans les tableaux, on voit que c'était des véritables nœuds en tissu avec peut-être une pierre au milieu ou en pendeloque. Et petit à petit, ces nœuds deviennent de plus en plus luxueux, comme celui-ci au Rijksmuseum qui est français, hein, il pense que c'est français, ouais. Avec ce travail d'émail que vous voyez et les perles fines. Hein. Et donc ce nœud qui est complètement équilibré
à l'égarer, comme vous dites en français, Oui. non? Il faut la chercher C'est ce qui sur la le poitrine. nœud se serait égaré sur la poitrine des dames, tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment purement féminin et purement décoratif. Hein. On a fait un gros changement ici. Oui. Hein. On est Oui. d'accord. Il est genré en quelque sorte. le Genré, bijou. merci, Oui. c'est le mot que je cherchais. Et on fait un saut à travers le 18e, évidemment, ça continue, sauf qu'on a des fleurs, on a beaucoup d'autres motifs. On a aussi Pouget qui écrit son traité avec les fleurs asymétriques, l'époque rocaille. Mais pour aujourd'hui, on va vous faire partir au Second Empire en France, la grande époque de l'éclectisme. À Napoléon III, on voit Eugénie dans ses bals aux Tuileries avec ses broches et toutes ses femmes de cour. Et on est vraiment la grande maison Mellerio. Hein. C'est la génération des petits-neveux de Jean-Baptiste et qui ont un succès fulgurant à Paris après le retour de Madrid. Et vous voyez qu'on est dans l'historicisme et c'est une broche vraiment avec un ardillon. Hein. Donc encore, on ne sait pas exactement justement quand on commence à ne plus les coudre et à mettre cette aiguille. Pourquoi? Parce que dans les musées, on voit des exemples qui ont une aiguille ou qui ont une structure, et à travers le 18e, on dirait le 19e, oui. C'est pas scientifique. Mais là, on est carrément dans l'âge de la broche. Il y a une écrivaine Gaskill anglaise qui a dit les broches sont partout, en haut, en bas, avec des visages de leurs chiens, les saules pleureurs avec des cheveux. C'est vraiment l'âge de la broche, et on vous montre ce petit bijou chef-d'œuvre, en fait, dans un goût historiciste et orientaliste de la maison Mellerio. Hein. Tout à fait. Il faut dire que l'époque, et ça c'est aussi un élément, un fil conducteur dans l'histoire de la broche, c'est que c'est lié à la mode. Et on est une époque de lourds tissus. On peut facilement piquer justement avec l'ardillon à l'intérieur des tissus. Et donc du coup, on va retrouver des connexions qu'on va faire entre les moments où le tissu est trop fluide et donc la broche perd de son intérêt, et les moments où elle peut pleinement s'épanouir en s'accrochant partout, comme tu le disais. C'est d'ailleurs ce que l'on va retrouver bien après. On fait un bond dans le temps à nouveau et nous arrivons dans les années 20 et surtout les années 30, qui va être un grand moment de transformation. Très important. Les années 20, on va voir, c'est l'époque de la petite robe noire, on va voir ces vêtements fluides, légers, en tissu. La broche va peut-être perdre un petit peu de son impact jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle façon de la positionner. On a vu qu'au début, on la piquait, après on pouvait la coudre, on va remettre un ardillon et très vite, on va avoir une nouvelle façon de la clipper, en quelque sorte. Cette idée serait venue, comme on l'accorde en règle générale sur la légende à le dire, à Louis Cartier. Louis Cartier, qui est l'un des petits-fils du fondateur de la maison Cartier, le grand personnage qui à Paris a lancé véritablement les modes de la maison, à l'époque Art déco en particulier. Et là, vous avez un très bel exemple de clip de Cartier. Il date du milieu des années 30 et il nous indique vraiment cette forme clippée que l'on va avoir. Et on raconte que Louis Cartier aurait vu un jour une personne en train d'étendre du linge et il aurait vu le système de la pince à linge et il se serait dit mais c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire, ça évitera de percer le vêtement et ça permet une certaine versatilité en quelque sorte de l'usage. On peut le clipper sur le chapeau-cloche, on peut le clipper sur le revers de veste, on peut le clipper où on veut, en quelque sorte, et ça permet vraiment d'avoir une fonctionnalité absolument totale. Et ça, toutes les grandes maisons de la place, et même au-delà, vont pouvoir reprendre cette notion. On voit quelques années plus tard Ostertag, qui, installé place Vendôme, nous propose cette broche double clip, c'est-à-dire qu'on a une pièce très longue, très large, qui peut se piquer en forme de broche, mais on peut également la diviser en deux clips indépendants, ce qui permet aussi d'avoir une certaine symétrie. On peut mettre de chaque côté justement de la veste, par exemple, et on peut voir à l'arrière qu'on a un système qui n'est pas à piquer dans le vêtement, mais à se refermer, à se clipser en quelque sorte sur le vêtement, qui permet vraiment un usage absolument pratique et dans un quotidien qui est celui justement des tenues des soirées des années 30. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la dénomination clip, et on a mis les guillemets, elle peut être utilisée pour parler de différentes façons de fermer le bijou. Le clip de Cartier et les clips d'Ostertag ne sont pas exactement le même système de fermeture. Eh bien, le clip de Van Cleef & Arpels, lui, ne signale pas quelque chose qui se clip en se refermant, même si le terme clip est utilisé, mais va désigner une sorte de double broche. Il y a deux ardillons qui permettent de maintenir le bijou de façon plus fixe, et c'est vrai qu'il y a une préemption en quelque sorte qui est plus stable, ça va éviter de bouger qu'avec un seul, et ça va permettre aussi une certaine harmonie en quelque sorte dans la position de l'ensemble pour éviter, en cas
de cassure aussi de l'ardillon, que les deux éléments ne tombent. Donc c'est quelque chose qui est un élément de sécurité, un élément de positionnement qui permet véritablement d'avoir une nouvelle façon de penser le bijou. Et on peut vraiment considérer que grâce à cela, les années 30 sont un grand moment de l'histoire de l'évolution de la notion de broche. Oh, l'équipe était partout, hein, sur les revers, sur les foulards, sur les chapeaux. C'était vraiment l'ère du clip, en fait, des années 30. Alors, on vous amène vraiment dans un côté mode, parce que les broches, ce n'est pas seulement des diamants et de l'or et du platine, c'est devenu un accessoire de mode. Hein, et vraiment, on voit un des premiers exemples, Jean Schlumberger, évidemment, il devient plus tard dans sa carrière, il a un studio chez Tiffany à New York à faire de la haute joaillerie, mais au début de sa carrière, il faisait des boutons, des clips en métal doré, au métal émaillé, avec des petites perles de verre pour Elsa Schiaparelli, parce qu'elle l'a découvert, parce qu'il fabriquait les petits bijoux avec des fleurs en porcelaine qu'il avait trouvées aux puces et qui transformaient en bijoux. Elle avait vu ces exemples et elle a commencé à travailler pour lui. Il a commencé à travailler pour Schiaparelli, cette grande couturière, hein, en couverture de Time Magazine, hein, même avant notre Dior. Ah oui. Et donc, c'était l'ère de la démocratisation et ça continue aux années 50. Vous avez justement des grands couturiers comme Givenchy, comme Dior, qui lancent des lignes de bijoux, comme on dit vous dites en français, fantaisie, des bijoux fantaisie, mais de grande qualité. Alors, Dior en disait, une femme, son goût, l'argent, c'est pas la même chose que le goût. Une femme qui sait mettre en valeur une belle broche sur un foulard, dans sa poche, etc. Je pense à Mitza Bricard, évidemment, oui. Sa muse. Et donc, voilà qu'on passe dans cette ère de la broche, si on peut dire, démesurée et démocratisée avec des matériaux pas forcément nobles, on peut, comme on dit ici. Et on voulait aussi parler du fait qu'en fait, à travers les films, à travers Hollywood, on voit aussi ce genre de bijoux. Et donc, ça devient quelque chose un must-have pour la femme de style, hein, oui, comme il disait Dior. Oui. Et Yves Saint Laurent également. Il y en a beaucoup qui ont fait, mais c'est ce qui est touchant, ça commence avec Schlumberger. Et à droite, on passe dans l'ère des messages, déjà, les pins. On a une machine à partir des années 70 qui s'appelle Badge a Minute, c'est-à-dire qu'on peut mettre son message comme on veut dans une minute, hein, avec il y a un levier comme ça, et on commence à exprimer des messages personnels, que ce soit un groupe de rock, ou en bas à droite, Touche pas à mon pote, hein, SOS Racisme, de 1985, ça devient leur symbole, ou à gauche, pour le AIDS, le symbole pour la compassion, pour les gens qui souffraient de VIH dans les années 90, quand c'était très tabou d'en parler, etc. Donc, on a la mode aussi qui a démocratisé ces broches et aussi la technologie et la simplicité de faire un message politique ou personnel ou tout simplement pour un groupe de rock. Hein. Les jeunes, ils les mettaient partout. Les pins, c'est toujours à la mode. Hein. De faire partie d'une communauté aussi, exactement. Ce qui est un point important. Exactement. Et ce qui nous fait tout de suite une transition parfaite vers l'idée que au-delà de la fonctionnalité et du côté mode, c'est fort de sens. Et ça, c'est un élément important qui nous mène à notre deuxième chapitre, l'idée de la symbolique du monde de la broche. Et pour cela, on va non pas remonter dans la plus haute antiquité, mais on va passer au Moyen-Âge. Et il y a un type de broche qui nous a particulièrement intéressés. Avec Paul, vous le savez peut-être, vous nous avez peut-être suivi, il y a un an, on a donné une thématique sur les bijoux de sentiment. Donc c'est un sujet qu'on apprécie particulièrement. Et bijoux médiévaux. Et les bijoux médiévaux, que tu as donné avec Inesita il y a 2 mois. Donc c'est vrai que ce sont des thématiques qu'on voulait retrouver qui, là, ici, n'ont pas encore été abordées, ce qu'on appelle les broches cœur. Il faut savoir, de façon générale, que avant le XVe siècle, il n'y a pas de bague de fiançailles. Néanmoins, il est de coutume d'offrir des bijoux de façon à témoigner de son sentiment, de son engagement également. Et c'est le genre de représentation que l'on va avoir et qui vont particulièrement être notées à l'époque. Et ce type de broche cœur que vous avez là, qui était soit orné d'inscriptions au revers, c'est le cas de la broche de gauche, soit orné d'inscriptions sur les parties latérales parfois, eh bien, on pouvait avoir une sorte de représentation justement de messages amoureux en règle générale. C'est mon cœur ne peut se lasser de toi, je ne peux être loin de toi, enfin ce genre de l'amour courtois. On est vraiment dans cet amour chevaleresque qui est celui de l'époque et qui incarne particulièrement une tendance qui est celle des XIVe et XVe siècles essentiellement. Très
je dirais, véhiculé par les messages issus du roman de la Rose, donc grand roman d'histoire amoureuse, on peut le dire. Et parmi tout ça, il y a, je t'en prie, oui, il y a une miniature d'un manuscrit extrêmement intéressant, puisqu'elle nous distingue une sorte de scène amoureuse. Nous sommes en quelque sorte dans un moment de séduction et nous participons, presque voyeurs, au moment où la décision va être prise. Que se passe-t-il? Cette fois-ci, ce ne sont pas des broches en forme de cœur, on les appelle les broches anneaux, puisqu'ils sont de forme circulaire, si vous regardez bien juste là. Et cette forme circulaire est le type de bijou que l'on offrait pour témoigner justement d'une volonté de s'engager avec quelqu'un. Si vous regardez le couple qui est ici situé sur la gauche, malgré un visage assez fermé, ils semblent être heureux d'être ensemble. Elle met son bras autour des épaules du monsieur, lui met autour de la taille un autre bras. Ils tiennent tous les deux ensemble cette broche anneau. Elle a accepté le présent, donc le sentiment est montré de façon très visuelle en quelque sorte. Et donc c'est un moment de déclarer sa flamme devant tous. Par contre, ceux de droite, c'est pas du tout la même chose. Nous sommes en train de voir un couple qui ne se fera pas, justement. Regardez bien la tête de cette gentille dame qui très gentiment, de la main, fait comprendre en éloignant son visage, en disant « Non, non, je ne suis absolument pas intéressé par votre cadeau ». Et de l'autre côté, vous avez le visage de l'homme qui n'a pas l'air d'être très content, mais qui reprend sa broche avec une main en disant « Tant pis, c'est pas grave, dommage, il n'insiste pas. » Tandis que si vous regardez le jeu de pied, vous voyez qu'il est déjà en train de partir dans l'autre sens, ce qui nous permet d'indiquer en quelque sorte que cette fois-ci, la broche n'a pas été acceptée. Donc témoignage d'amour, ça pouvait aussi être un élément d'engagement et un élément très très fort de l'époque. C'était reconnu légalement. Hein. Tout à fait. L'échange des broches ou des cadeaux au Moyen-Âge, il n'y avait pas forcément l'Église et tout ça impliqué. Hein. Tout à fait. Et le fait de la porter justement, était, c'est dans un codus, donc de voir ces personnages qui, comme tu as bien dit, qui disent oui, qui disent non. Bien sûr, oui. Et qui nous montrent justement à quel point ça a une valeur, en effet, comme tu dis, presque légale, justement, en tout cas reconnue de la communauté. Passons à un tout autre époux. Oui. Alors, on voulait vous parler des insignes et des enseignes et des médailles des hommes. Et ce sont des symboles vraiment d'appartenance à ces organisations, que ce soit laïques ou militaires, qui existent depuis à peu près le XIVe siècle. Hein. N'oublions pas l'ordre de la Jarretière. En France, il y a l'ordre de la Toison d'Or, hein, par les ducs de Bourgogne. Et en fait, ce sont les nostalgies des croisades, en fait. Et parfois, c'est honorifique, finalement. Oui. Il n'y a pas beaucoup de fonctions, sauf qu'on porte quand même un insigne. C'est très important pour montrer son appartenance. On les voit à travers les portraits des rois et des portraits, justement, le petit Louis XV, dans le portrait de Oudinat. On pense à la grande Catherine. Mais là, on voulait vous montrer ce monsieur à droite, qui est assez incroyable. C'est un grand chambellan, Gedroitz. Il est très fier. Moi, j'ai compté 40 insignes là. Je ne sais pas, une quarantaine. Je te crois sur parole. Alors, c'est un tableau qui est dans le musée de la Légion d'honneur ici à Paris. Et on voit, en fait, le tableau était vraiment bien sérieux, à mon avis. Mais quand on voit ce tableau, on ne peut pas ne pas s'empêcher de rire au nombre, prolifération d'insignes. L'insigne, c'est en fait ce bijou, c'est une broche, en fait, qui est souvent pendue sur un ruban, avec une croix ou un emblème en émail, et avec la devise du groupe dessus. Alors, ce monsieur est tellement fier, en fait, cette prolifération d'insignes, ça menait vraiment à une époque, à la fin du 19e, on a commencé à créer des insignes qui étaient sur le mérite. Hein. Et à gauche, on vous montre Emerlet, c'est une grande maison, on va en parler plus tard de l'époque contemporaine, mais c'était deux frères qui ont acheté en fait une fabrique de médailles et d'insignes, et ils ont développé justement l'insigne de Maximilien en 1900-1905. Vous le voyez, celui qui est un peu en haut à droite, pour honorer les gens qui excellent dans les arts et dans les sciences. Alors, cette famille Emerlet existe toujours, et puis un des descendants, Stéphane, un jour, il va faire une bague en fer pour un client avec un diamant. Et j'en dis pas plus parce que ça va être comment dire, je fais pas de spoiler pour tout à l'heure. Mais Emerlet, cette grande maison de joaillerie qui a commencé justement avec les insignes et les médailles. Oui, voilà. Tout à fait. Ce pauvre monsieur de Gedroitz, il me fait rire. Oui, mais il y a un côté, c'est notre regard contemporain, il est mais très fier. Il est très très fier. 40 insignes. C'est très honorifique, on peut le dire.
Si on regarde la notion de broche, qui évidemment est quand même un terme très occidental, mais si on regarde en dehors du monde occidental, on se rend compte qu'il y a des éléments qui sont connexes et auxquels on peut se rattacher. Et là, vous avez deux pièces complètement différentes, de deux mondes aussi très différents, mais qui ont cette valeur aussi de la compréhension de l'idée de la broche. Sur la droite, vous avez une paire de fibules berbères. Nous sommes ici avec les territoires berbères du Maroc, avec des pièces qui font partie de la collection issus des musées, notamment du musée berbère à Marrakech, la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a ici de très larges fibures avec des ardillons qui sont très longs, donc qui finalement reprennent des traditions très nobles et anciennes qui sont celles de l'Antiquité, des vêtements drapés et qui vont être piqués dans le vêtement de façon à pouvoir maintenir le tissu en quelque sorte. Et là, plutôt qu'une broche complètement figurative, on a choisi quelque chose d'abstrait. La valeur va être avec ses formes géométriques. Si on regarde dans le détail, vous avez des triangles avec à l'intérieur d'autres triangles, voire des cercles. C'est complètement amulétique. Oui. On est avec quelque chose qui va éloigner le mauvais œil, qui va éloigner les créatures du désert, ces djinns, ces mauvais génies en quelque sorte, et qui vont avec ces formes géométriques incarner en quelque sorte un talisman protecteur, un bouclier contre justement ces créatures néfaste, puisqu'on sait que le désert peut être clément parfois, extrêmement périlleux la plupart du temps, que ce soit par son soleil, par sa sécheresse, par évidemment la difficulté d'y survivre, par les animaux sauvages, donc par les mirages, toutes ces choses-là. Et on a choisi bien sûr des couleurs avec ces jaunes orangés, ces verts qui ne sont pas sans évoquer les oasis. Donc bien sûr ce travail d'émail qui met en valeur des bonnes ondes, j'ai envie de dire, pour éloigner les mauvaises ondes et le négatif. Juste à côté, on a mis un objet qu'on baptise crochet de ceinture, qui est un type de broche initialement de fixation pour les larges ceintures de tradition du costume chinois, on peut le dire. Sauf que là, nous sommes autour de 1880, nous sommes à la fin de la dynastie Qing, qui a débuté au milieu du XVIIe siècle et qui s'arrête un peu avant la Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur toutes ces années de dynastie Qing, finalement, on a récupéré des traditions anciennes, d'éléments, ce type de broche de fixation, donc à fonction purement utilitaire à la base, mais on va les sublimer dans des usages qui n'ont plus rien à voir, parce que finalement on se rend compte que très peu de la noblesse de l'époque Qing a vraiment porté ces ceintures. Donc en fait, ces crochets qui ont été quand même fabriqués assez fréquemment, n'avaient sûrement pas d'usage fonctionnel, mais reprenaient une tradition de la broche comme objet d'art. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ces objets de jade, très bien travaillés, et là, vous avez une tête de dragon sur la gauche qui regarde une sorte de bébé dragon serpentiforme sur la droite, et qui, finalement, pouvait être posé pour déposer le pinceau pour les lettrés qui faisaient de la calligraphie, ou, j'ai même lu, pouvait être fixé sur le mur comme crochet de tableau, voilà, de peinture. Donc, il y a quelque chose de noble, parce que ce sont des objets de lettrés, finalement, et qui devaient être lié à un type de costume sur lequel la broche, comme le fermail du Moyen-Âge, s'insérait traditionnellement. Alors on va partir dans cette idée d'engagement politique. On en a parlé un petit peu avec les pins. Mais là, on a 3 messages féminins aujourd'hui. On va quand même parler de la femme. C'est pas que, les broches, c'était pour les deux à travers les siècles. Et à gauche, en fait, les broches, ça permet d'exprimer quelque chose, mais symboliquement, pas avec des mots comme avec les pins. À gauche, vous avez la fonte de Berlin. En fait, ce sont les usines de fonte pendant la guerre de l'indépendance contre Napoléon, en fait, dans les années 1813. Les femmes prusses ont commencé à donner leurs bijoux en or pour prendre les bijoux en fonte de fer noirci. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'elle disait « je donne de l'or pour de la fonte, du fer ». Parce que c'était patriotique, c'était pour montrer que j'ai donné mes bijoux personnels pour aider la cause de l'indépendance. Et comme vous voyez, c'est assez extraordinaire parce que c'est fin, c'est comme une dentelle de fer, parce que c'était des usines à armes et d'autres choses. Donc, ils ont noirci avec un processus assez complexe. Alors, c'est un des messages politiques, je donne de l'or pour du fer.
Et au milieu, on a ce sont des bijoux hautement symboliques également. En anglais, ça marche un peu mieux. Ce sont les suffragettes, ces femmes en Angleterre qui ont commencé à demander le vote. Et donc, ça a commencé avec des rubans, des suffragettes qui faisaient les grèves de faim. Et là, c'est un bijou assez somptueux avec les 3 couleurs en anglais. Le vert, c'est green, give. Le blanc, white en anglais, de la perle, women. Et violette de la métisse, the vote, le vote. Donc, vous voyez, c'est un bijou assez décoratif et cher, mais avec ce message. Et à droite, on vient de perdre c'est une icône, je suis américain, donc Madeleine Albright, je l'admirais beaucoup. Oui. Et c'était une femme d'une grande intelligence, la première femme secrétaire d'État. En Amérique, ça veut dire vous êtes ministre des Affaires étrangères, sous Bill Clinton. Et avant avant de prendre ce rôle, elle était à l'ONU, elle était l'ambassadrice auprès de l'ONU, et à la guerre, pendant les tensions, la guerre du Golfe, etc., elle a lu que Saddam Hussein avait parlé d'elle en tant que serpent dans un poème. Et donc, elle est arrivée à l'ONU en portant un serpent pour montrer ce message. Après, elle s'est dit, ça m'amuse ça, de mettre des bijoux fantaisie la plupart. Et elle a mis par exemple des ballons quand elle avait elle était positive, ou elle mettait une tortue quand elle trouvait que les négociations traînaient. Et elle a écrit un beau livre qui s'appelle Read My Pins. Ça veut dire lire mes pins, lire mes broches, excusez-moi. Ouais. Et en français, je pense que vous dites lire sur mes lèvres, n'est-ce pas? Parce que Bush Senior, il avait dit lire mes lèvres, vous n'aurez pas de nouveaux impôts. Donc vous voyez, elle joue et puis elle porte la colombe très connue de Cécile et Jeanne, qui est devenue mythique. C'est Madame Léa Rabin, la veuve de Monsieur Yitzhak Rabin, qui lui a offert ça, et elle le portait souvent pour représenter la paix. Donc c'était une grande dame, mais qui aussi avait un sens de l'humour incroyable. Tout à fait. Et avait parfaitement maîtrisé le langage des broches. Exactement. Justement, et la symbolique des broches. Passons à notre dernier chapitre, qui est celui sur la notion de bijou sculpture. La broche est un élément qui, depuis longtemps, a été regardé par de nombreux bijoutiers et joailliers comme un objet tridimensionnel dans lequel ils pouvaient exploiter toute la partie artistique au sens sculptural du terme. Et on va immédiatement commencer avec 2 exemples qui sont du 19e ou fin 19e, début 20e siècle, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de sculpture qu'on pourrait qualifier de sculpture portable. On a ici 2 exemples, celui de gauche pour commencer, nous sommes au cœur du 19e siècle, c'est la grande époque qu'on appelle néo-gothique, c'est l'époque de Victor Hugo qui écrit sur Notre-Dame de Paris, on restaure Notre-Dame de Paris d'ailleurs, c'est une époque où on regarde l'histoire du passé, on est historiciste comme Paul le disait tout à l'heure, et ce qui est assez intéressant c'est que là, François-Désiré Froment-Meurice, qui est un des grands créateurs de bijoux de l'époque, va s'intéresser justement à comment représenter avec des techniques qui sont celles de la sculpture, la ciselure, des fontes. Il va travailler avec le sculpteur Pradier notamment. Donc tout un tas de collaborations qui font qu'au final, on va avoir, une représentation finalement détaillée qui nous rapproche à la fois des anges, je dirais, des cathédrales, on est dans cette époque, mais en même temps, dans le côté très néo-renaissance des tissus qui s'enroulent et autres, c'est l'époque où on va revisiter notamment le travail de l'orfèvre Cellini à la Renaissance, mais Cellini avait une formation de sculpteur. À l'époque, être sculpteur, être bijoutier, être joaillier, être orfèvre, tout ça, c'est un tout. Donc cette notion d'artiste, finalement, joaillier, c'est quelque chose qui était très important et qui passait par cette notion sculpturale. Encore plus tridimensionnel, c'est juste à côté, la broche Pan. Les 2 pièces sont dans la Galerie des bijoux du Musée des Arts décoratifs à Paris. Et ce sont des pièces que l'on peut voir en allant visiter cette collection. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici que Lalique, lui, qui n'avait pas de prédécesseur joaillier dans sa famille. Il s'est lancé justement dans la création joaillière. Il était libre de créer ce qu'il voulait, en quelque sorte. Il va choisir de ne pas utiliser les matières précieuses pour justement mélanger matières précieuses et non précieuses. Ici, vous avez un travail sur des pierres de lune qui sont au cœur de ces plumes de Pan. Ces plumes qui sont en or recouvertes d'émail, avec au centre très jaillissant, on peut le dire, cette forme du cou du pan et qui incarne avec
toute cette forme, un volume énorme qui piquait justement sur la tenue d'une dame, on peut imaginer, était une véritable sculpture portée. Regardez tout le détail, toute la technicité de la représentation d'un pan qui fait une roue complètement majestueuse avec cette dynamique que vous avez tout autour. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce type de pièces, Lalique les a exposées à partir de 1894, non pas dans une présentation joaillière, mais dans un salon d'artistes, justement, le salon des beaux-arts. Et au salon, il exposait dans la section sculpture. Et donc, il utilisait des techniques de la sculpture. Justement, avec son lien avec le dru. Exactement, et avec un fondeur. La tour oui. à réduire, etc. Comme les sculpteurs. Pour les mêmes sculpteurs, les médailleurs. Le Dru, qui était son fondeur, travaillait également pour Auguste Rodin. Exactement. Donc, vous voyez, tout le monde se connaissait et il y a un vrai milieu artistique. Et là où je trouve que cette pièce est encore plus un niveau au-dessus, je dirais, dans la notion de sculpture, c'est que l'ardillon qui est à l'arrière, donc l'épingle qui permet de fixer la broche, est amovible. Donc on peut la retirer et on peut poser l'objet telle une véritable sculpture chez soi. Donc on a vraiment un objet qui est complètement dans cette notion de sculpture. Complètement. Lalique, il ne faut pas qu'on en commence parce qu'on ne sortira jamais. C'est bien vrai. On est tous très passionnés ici à l'école de Lalique. Alors, on va parler des broches d'artistes. Lalique, évidemment, c'était très sculptural ce qu'il faisait. C'était des œuvres d'art à part entière par leur forme et par leur composition. Mais ici, on passe dans l'ère de la sculpture en miniature, des peintres, des sculpteurs qui sont dans les beaux-arts. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, quand on voit ça, on dit oui, et alors? Mais à l'époque, c'était nouveau. Dans les années 30, à gauche, vous avez vraiment l'avant-garde, dans l'avant-garde Jean Fouquet, hein, qui était d'une dynastie de joailliers. Son père avait fait justement dans le Néo-Renaissance, etc. Et, son grand-père Alphonse et son père Georges, le grand créateur de l'art nouveau. Et le fils Jean, il comprend l'importance du style moderne, de l'union des artistes modernes. Leurs idées, c'était plus de fioritures, il faut être dans les formes vraiment lisibles de loin, des masses lisibles de loin. Et donc, il se met avec ce grand sculpteur de la Ruche, c'était un sculpteur polonais qui s'installe à Paris avec Modigliani, etc., qui lui dessine ce bijou. Donc, c'est une sculpture moderniste qui a un mouvement, je trouve, avec l'emplacement de ces espèces de barres. Et puis, la superposition des formes, c'est très, très cubiste, en fait. Tout à fait. Oh, oui. Et Fouquet était capable de faire des choses très sensuelles, également en cristal de roche, avec des pierres. Mais là, on est vraiment... il a laissé faire cet artiste sculpteur. Et à droite, je pense, on reconnaît tous ces bijoux, parce que ce sont des merveilles, de Georges Braque, hein, le grand peintre, évidemment, cubiste, qui se met avec Egger de Löwenfeld, qui lui édite ses bijoux. À partir de 1961, il lui a donné plein de gouachers qui étaient justement ici. C'est la mythologie grecque. Hein. Hécate, c'est la déesse de la lune, qui représente la noirceur de la nuit et le renouveau. Et Egger de Löwenfeld lui fait des bijoux, des sculptures en miniature. J'aime beaucoup la superposition des matériaux, la turquoise avec un métal blanc. Je pense que c'est de l'or blanc, des diamants. Et vous avez l'or très texturé derrière pour qu'on voit vraiment la figure de cette femme. Et en fait, Egger de Löwenfeld, après la mort de Braque savait qu'il allait mourir, donc il lui a donné beaucoup, 110 dessins, je crois. Et Egger de Löwenfeld avait le droit de les éditer jusqu'aux années 96, je crois, quand il est tombé très malade. Donc ce sont des bijoux rares, oui, mais des éditions. Alors c'est une des questions qui se posent des joailliers artistes aussi, pendant l'exposition Médusa, on en a parlé. Est-ce que c'est... les joailliers qui font eux-mêmes de A à Z, ils se disaient, mais c'est quoi ces artistes qui demandent à quelqu'un d'autre de faire le bijou? Je ne dis pas péjorativement, je dis juste que c'est un débat. Aujourd'hui, encore dans la joaillerie, vous avez quelqu'un comme Art Smith qui a fait du début à la fin, ou vous avez notre Calder, et d'autres artistes qui ont le luxe d'avoir un éditeur. Je vous mets ça juste comme thème très important pour ces mini-sculptures. Si on s'intéresse à ce qui s'est fait dans la seconde moitié du XXe siècle, on a un exemple des années 40 jusqu'à la fin des années 60 de toutes ces mini-sculptures animalières, on peut le dire, qui sont ces animaux joailliers. Et là, on a un éventail, je dirais, la plupart des grandes maisons s'y sont intéressées. On a choisi des pièces qui sont assez iconiques ici et qui sont vraiment emblématiques, on peut le dire, de leur époque, que ce soit sur des pièces qui ont été éditées en série limitée ou en édition plus large pour certaines en pièces beaucoup plus limitées. On retrouve des exemples soit français, soit américains.
On va avoir par exemple le petit lion ébouriffé de Van Cleef & Arpels, qui est une icône de l'époque, avec ses petits cheveux, enfin sa crinière, je devrais dire, qui tombe comme des petits cheveux, une coiffure et des petites moustaches, avec un côté adorable, un côté très humoristique. On retrouve cet humour chez Tiffany, qui a fait appel à Donald Claflin pour faire cet écureuil qui a l'air d'être en train de courir justement, avec sa queue en or et diamant qui donne cette dynamique justement, ou cette petite girafe de Fulco di Verdura, d'origine italienne, mais venue à New York, qui montre une certaine tendresse, une certaine délicatesse que l'on retrouve ici, et qui finalement s'oppose, mais sans être mal opposé, à des productions très joaillières, très ornées de gemmes, que l'on retrouve par exemple chez Cartier, beaucoup plus jammy, comme on dit en anglais, avec cette broche Martin Pêcheur qui a des pierres gravées, qui a justement beaucoup plus de pierres tout autour. Et ça, toutes les maisons en ont fait soit avec plus de pierres ou soit avec moins de pierres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces maisons ont en commun un passage ou une existence aux États-Unis. Cartier et Van Cleef & Arpels étaient à New York depuis longtemps. Tiffany et Verdura sont à New York. Et donc, il y a toute cette inspiration des cartoons américains, notamment, qui est vraiment quelque chose qui donne cet aspect humoristique, sympathique, et qui, véritablement, va donner une identité à tous ces animaux durant ce qu'en France, on a appelé les 30 Glorieuses. Alors, on avait du mal à choisir parmi les broches modernes parce qu'il y a beaucoup de créateurs actuels. Donc, on a décidé de vous montrer 2 stars asiatiques. Vraiment, c'est des photos personnelles que j'ai prises au TEFAF il y a quelques années. Alors, à gauche, Cindy Chow, elle est taïwanaise d'origine, elle étudie à New York. Son grand-père était architecte et son père sculpteur. Et pour elle, les pierres, c'est vraiment une manière de montrer la nature dans la micro-détail. Si je me permets, je sais qu'on a micro-détail avec ce saphir rose en coussin, la laque sur le métal. Elle utilise des métaux hors commun comme la titane, etc. Et donc, elle a vraiment ce regard pour la nature dans sa détail. Quand vous voyez ces pièces derrière, les pièces de Cindy Chow, ça ne met pas toujours, on voit, c'est complètement transparent. Et on voit tout ce qui se passe avec les veines de la feuille, etc. Et donc, c'est vraiment ces nouveaux talents qui ont émergé à travers les foires et à travers les ventes aux enchères. Christie's, elle a eu un grand premier, la première joaillière taïwanaise d'avoir des pièces dans une vente de haute joaillerie chez Christie's en 2007. Elle est connue également pour son papillon annuel. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer trop Wallace Chan, un artiste d'origine chinoise, hongkongaise maintenant, et qui fait véritablement des sculptures. C'est une cigale en jade impérial. Et donc, c'est le jade le plus convoité, le plus, si je peux dire, coûteux. Et c'est une broche et ça représente la cigale. Il avait vu, parce que son père était, ou son grand-père, je ne me souviens plus lequel, qui faisait des temples. Lui aussi, il faisait des sculptures dans les temples bouddhistes. Et il a vu l'importance de la cigale qu'on met dans la bouche des défunts en jade pour aider l'âme à partir de l'au-delà. Donc, c'était l'idée de ce still life, non seulement une symbolique très forte dans l'histoire de la Chine, mais aussi c'est une sculpture portable, donc ça a beaucoup de résonance avec ce qu'on vient de dire sur la sculpture. Tout à fait. Donc ces 2 talents, on avait du mal à choisir. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que voilà, cette notion sculpturale, cette présence dans des salons d'art aussi était important, et c'est pour ça qu'on voulait clôturer cette 3e partie sur cela. Il faut dire que la broche, depuis 10, 15, 20 ans, refait surface en quelque sorte. Pendant très longtemps, à la fin du XXe siècle, la broche n'a pas forcément eu bonne presse. On parlait parfois de broche, entre guillemets, mémère. Oui, granny. Voilà, celle de la grand-mère, oui, tout à fait. Donc c'était cette idée que pour mon âge, ma grand-mère, on pouvait mettre quelque chose justement à la boutonnière ou au revers de la veste de tailleur. Et c'est quelque chose qui heureusement revient. Et on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, sur Internet, un hashtag « Bring the brooch back », donc faites revenir, ramener la broche à nouveau en quelque sorte. Et cette volonté de remettre la broche au cœur de la création joaillière a été redéveloppée par des productions complètement contemporaines. Et on voulait terminer avec 3 exemples qui incarnent assez bien certaines notions qui sont très contemporaines et qui finalement sont des nouvelles façons de penser la broche. Sur la gauche, un exemple d'aigrette qui est complètement contemporaine, qui n'est pas du tout contemporaine, qui est de 1905, mais qui a été réinterprétée dans une pièce plus actuelle, très très similaire, par une collection
liée à la thématique des Maharajas par la maison Boucheron, justement. Cette pièce vient des archives de Boucheron. Elle avait été faite pour un Maharaja, celui de l'État de Kapurthala en 1905. Et elle nous rappelle que la broche était un bijou homme et femme. Et cette broche a donc eu cette réinterprétation des années 2020. Cette broche a pu être portée autant par un homme que par une femme dans les diverses campagnes de presse qui ont été rendues ensuite. Donc cette notion un peu non-genrée en quelque sorte de la broche qui finalement, revenant sur la scène, pourrait être autant portée par les hommes que par les femmes. Exactement, en fait, on voit sur le tapis rouge, n'est-ce pas, on a parlé de Timothée Chalamet, un oui. Français, pardon, qui portait les broches il y a quelques années déjà. Oui. Et maintenant, c'est devenu un must-have. Un buste. Alors au milieu, évidemment, on voulait vous parler de l'Arche de Noé. Ce sont ces paires d'animaux créés dans la collection de 2016. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de créer des paires, soit en une seule broche, ou clip, pardon, on est chez Van Cleef, on dit clip, la déontologie. Et là, on a les deux toucans, vraiment travaillés soigneusement, le lapidaire qui a travaillé l'onyx, avec ce panoplet de pierres précieuses, des pierres fines, des spessartines, des saphirs roses, jaunes. Et en fait, ce qui est intéressant, l'Arche de Noé, non seulement c'est très charmant, mais comme on a discuté tout à l'heure, c'est une portée, soit les deux ensemble, ou soit on peut chacun, par exemple, entre amis ou dans un couple, porter. Donc la portée des broches, ça change, et les clips. Avec cette collection qui était uniquement des clips, et les clips qui permettent, comme des petites sculptures, des mini-sculptures, des soixantaines de paires d'animaux et 3 animaux fantastiques dans cette collection. Une nouvelle façon de penser justement le bijou. Et troisième et dernier exemple, mais pas des moindres, une broche de la maison Emerlé des années justement 2020. Ce qui est intéressant, c'est aussi la façon avec laquelle cette maison a su redonner une seconde vie à des pièces anciennes, que l'on parle de micro-mosaïques, que l'on parle de pièces de faïence égyptienne, ou ici d'un camé ancien. L'idée, on est aujourd'hui dans les années du début du XXIe siècle, dans cette période de upcycling, entre guillemets, cette volonté de redonner une nouvelle vie à certaines créations. Et là, c'est un exemple, justement, avec une utilisation de l'or comme de l'aluminium, qui leur est caractéristique, un travail, justement, de façon à sublimer une pièce ancienne et de donner, par cette seconde vie, une sorte de dimension contemporaine, je dirais, à quelque chose qui a été réalisé auparavant. C'est sur ces derniers termes que nous allons nous arrêter. Restez avec nous puisque nous allons répondre à vos questions. Mais juste avant, ben oui, déjà, le temps file avec cette thématique des broches. On reste sur l'idée des camés que l'on vient de voir, puisque la toute prochaine thématique de conférence, début mai, portera justement sur l'art de la glyptique. La glyptique étant cet art des pierres gravées, et donc de graver ces pierres en relief, le camé, ou de les graver en creux, ce qu'on appelle l'intaille. Et donc nous aurons la chance d'avoir Philippe Nicolas, qui est maître d'art graveur et sculpteur sur pierre de l'atelier Cartier, très grand glypticien, qui parlera avec notre directeur scientifique et gémologue de l'école, Olivier Ségura, que vous connaissez sûrement déjà. Donc voilà, une thématique qui fait écho à une exposition que nous ouvrons à partir du 12 mai et qui portera justement sur une collection de camés et d'intailles. Donc pour tous les amoureux de glyptique, et c'est notre cas, ne manquez pas justement cette exposition. Alors passons maintenant aux questions. On va en choisir quelques-unes, bien évidemment. Aurons-nous une explication sur la broche papillon que porte le conférencier? Juste là. Évidemment. Voilà, des petites questions. Juste pour le point de détail, non, c'est une très jolie pièce que j'ai eu la chance de trouver chez un bijoutier à Séville. Voilà. Donc je me suis dit que c'était la thématique qui valait le moment de mettre une belle broche et bring the brooch back. Il faut redonner justement une nouvelle dimension aux broches. Donc c'était l'idée que je voulais partager avec vous. Voilà. Alors, ça, c'est une question qui est assez pertinente aussi. Oui. Quelle est la différence entre un clip et une broche? Je t'en prie. C'est compliqué, en fait. En fait, c'est la même idée, c'est un bijou qui s'attache sur le vêtement. Sauf que vous avez vu, dans les années 20-30, c'est devenu compliqué parce qu'ils ont créé cette idée de clip pince à linge que les femmes pourraient mettre sur chaque revers. Et on a cette notion dans certaines maisons, comme Van Cleef & Arpels, quand il y a 2 ardillons qui percent véritablement le tissu, on appelle ça un clip. Donc, le nom est un peu, ça peut mener à la confusion parce que c'est vrai, un clip, on pense une chose qui ferme comme ça. Tout à fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le clip cercle, par exemple, des années 30 de la maison Van Cleef & Arpels, c'était tout un autre système. Ça fermait comme une pince à linge avec 2 petites dents
Donc en fait, c'est un objet, un bijou similaire. Et c'est la déontologie entre les maisons différentes et les époques de l'histoire. Est-ce que c'est bien ça? C'est très bien dit. Oh, J'aurais pas dit mieux. compliquée. C'est parfait. Non, c'est vrai que c'est une question de terminologie qui n'est pas forcément simple ouais. et qui a sa petite particularité, on peut le dire. Alors, pourriez-vous redonner la symbolique des 3 couleurs des broches des suffragettes? Oui, en fait, on prend la première lettre de chaque couleur. Donc, le vert, green, ça donne un G. Le blanc, white, ça donne un W. Et le violet, violet, et non pas purple, qui donne un V, et vous prenez GWV, Give Women the Vote. Donc, Alors, donner le droit de vote aux femmes. Donner aux femmes le droit de vote. Voilà, donc ça marche mieux en anglais, mais c'est hautement symbolique. Mais c'est extrêmement symbolique, et ça a eu un succès extrêmement important entre l'extrême fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, dans ces bijoux symboliques, justement. Alors, petite question sur les trembleuses. Ah oui, c'est une bonne question. En effet, ce sont ces éléments fixés sur des petits ressorts, en fait, que l'on avait. Ces petits ressorts, souvent sur des broches, mais aussi sur d'autres types de bijoux. Beaucoup d'ornements de corsage au XVIIIe siècle, en ont eu en particulier, permettaient de fixer justement certaines des pierres qui bougeaient avec la personne. Et en bougeant, en fait, ça donnait cette captation de la lumière qui permettait de rendre et de rejeter la lumière, en quelque sorte, de refléter, réfracter la lumière pour donner plus de brillance. Et avec ce mouvement justement sur le corps, ça permettait de créer un effet particulièrement sympathique, j'imagine. Oui, et ça a continué à travers le 18e, 19e, parce que vous avez par exemple Mellerio qui ont breveté un système des tiges flexibles et les choses qui bougeaient. Donc c'était vraiment quelque chose justement qui mettait en valeur les pierres, l'éclat des pierres, etc. Il y a eu toute une tradition, et même encore aujourd'hui, certaines pièces plus rares peuvent avoir des systèmes qui créent cet effet mouvant. Je sais que dans les années 50, la maison Bulgari notamment avait fait toute une série de collections florales. Elizabeth Taylor en avait au moins une broche trembleuse. Et donc voilà, avec ces petits éléments, ces petits diamants tout autour, pour beaucoup de pièces florales en particulier, qui créent cette impression de nature qui, avec le souffle du vent, donne ce mouvement et donc cette lumière particulière. Alors, une toute dernière question? On prend le fermoir. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que le terme fermoir des colliers et bracelets, comme on le connaît aujourd'hui, vient justement de l'appellation au vieux français fermaille fermot? C'est une très bonne question. Je pense que oui, hein. Probablement. Il y a ce lien justement du mot fermé qui était du vieux français. Donc oui, on retrouve cette notion particulière. Il n'y a pas de corrélation qui a été établie scientifiquement, j'ai envie de dire, par les experts, mais très probablement qu'on est avec la même étymologie et que justement on a cette même notion. En effet, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes, on peut choisir d'autres questions. J'ai vu une question sur Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Utilise-t-elle les broches pour faire des commentaires? Oui, on aurait pu choisir la reine, justement. Oui. Parmi ces 300 bijoux, elle en a 98 broches. Hein. Tout à fait, tout à fait. Elle a une très belle collection de broches. Alors, vous le savez peut-être, la reine ne se doit pas d'exprimer une opinion politique de façon publique. Exact. Donc, elle ne va pas, au même sens que Madeleine Albright, signifier quelque chose. Néanmoins, on peut lire aussi, en fonction des broches, peut-être quelque chose, mais qu'elle ne dira pas elle-même. Elle a pu, notamment, alors, à titre, non pas politique, mais à titre personnel, avec le décès de son époux il y a peu de temps, porter l'une des broches réalisées par Andrew Grima, qui avait été un cadeau qu'elle lui avait fait et que de fait, elle a souhaité naturellement porter en hommage à lui. Donc oui, elle maîtrise le langage des broches pour notamment ce type de représentation sentimentale ou les cadeaux qu'on a pu lui faire. Oui, justement, tu l'as bien dit, je trouve que les broches de la reine, c'est sentimental. La broche avec les fleurs peintes sur la porcelaine de sa mère, etc., elle porte ça. Ou la broche avec le nœud des amoureux que son mari lui a offert, comme tu as bien dit. Oui, ce sont des pièces hautement symboliques. Une toute dernière question que tu aurais vue? Est-ce que les broches sont plus portées dans certains pays que d'autres? Amérique du Sud, Amérique du Nord, Russie? Ça, c'est une question compliquée. Je pense que les broches redeviennent à la mode. Si vous regardez la joaillerie ancienne, symbolique, on peut voir les broches à travers les cultures non européennes également. Hein, bien c'est sûr. vrai. Oui. Mais à dire aujourd'hui qui porte plus de broches, ce serait compliqué à répondre. Le monde s'est tellement globalisé que finalement, on retrouve cette notion et cette idée. J'ai envie de dire fort heureusement, ça permet justement de véhiculer des messages, des idées ou simplement une mode qui peut se retrouver à travers le temps. Donc oui, je parierais que les Anglaises aiment beaucoup les broches. Je ne sais pas pourquoi. C'est une hypothèse. Qui sait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va, notamment via les red carpets, les tapis rouges,
on va retrouver hommes et femmes qui vont porter des broches et ça va enrichir en quelque sorte le vêtement et ça va donner justement une petite attitude ou une petite originalité à un vêtement en le diffusant. Et maintenant, c'est tellement... Enfin, je pense par exemple au gala du Metropolitan Museum Oui. qui a lieu chaque année au mois de mai, si je ne me trompe pas. On a à chaque fois voilà, un défilé qui, naturellement, sur les vêtements, est particulièrement regardé. Mais depuis quelques années, les bijoux, autant des hommes et des femmes, et beaucoup, beaucoup de broches, parce qu'elles sont au cœur, en quelque sorte, du vêtement, vont briller et vont être aussi au cœur de l'attention. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont faits via la presse, via les réseaux sociaux, qui s'intéressent justement à ce type de bijoux et qui donnent, je dirais, une saveur très contemporaine au porté de la broche aujourd'hui. Une toute dernière question? Ah, bien sûr. Allez, je vois le temps. On me dit que c'est bon, on a le temps pour une dernière question. Alors, on va parler de... Est-ce qu'il y a... Ah, ça, c'est une bonne question. Y a-t-il des joailliers actuels qui travaillent avec des ardillons magnétiques? Oui. Oui, c'est vraiment... On pense à Daniel Brush, notre ami artiste, Ouais. grand métallurge et magicien, qui fait justement des broches. Il disait justement, il veut que ces broches soient plus faciles à porter. Oui. Il y en a d'autres aussi, je crois. Mais je Il suis y en a sûr d'autres, j'ai pas de nom en tête en dehors de lui. C'est en une très effet. bonne question, Oui. très pragmatique en fait, parce que c'est vrai que parfois les femmes, elles ont peur de percer leurs vêtements, etc. Oui, ça existe et ça devient... Et au PAD, il y avait le pavillon du design récemment, la semaine dernière, il y avait d'autres joailliers, Oui. j'ai vu des exemples. Donc oui, c'est une tendance qui commence à prendre... Et c'est une des réalités finalement de la broche qu'on a pu explorer dès les débuts, c'est qu'elle est intrinsèquement liée aux vêtements, donc au tissu. Exactement. De fait, comme contrairement à la bague, même au collier ou au bracelet, qui touche la peau en théorie, on a ici un objet qui ne va pas percer la peau naturellement, donc qui va être fixé, contrairement au piercing, aux boucles d'oreilles qui elles percent la peau, on va être avec quelque chose qui est lié au tissu, qui est lié aux vêtements. Et donc de fait, on va avoir cette éternelle question, est-ce que j'accepte, entre guillemets, de sacrifier un petit peu le vêtement, parce qu'on va percer justement de vêtements, en se disant, voilà, ce vêtement va à cette position-là recevoir une broche, et donc va être piqué avec l'ardillon. C'est un dard, il y a un côté un petit peu de la guêpe qui pique. Au même endroit. Voilà, au même endroit. endroit. Oui, mais ce qui permet justement d'agrémenter les broches et de changer. Mais c'est aussi une notion qui n'est pas surprenant lorsque, dès les années 30, on va avoir l'idée du clip, parce que ça n'est pas forcément à mordre dans le tissu. Et en même temps, ça va être cette même notion que l'on va avoir de, pourquoi pas également, d'utiliser des éléments magnétiques qui sont une fonction complètement contemporaine et peut-être une nouvelle façon de penser la broche dans les créations d'aujourd'hui. Voilà, je crois que ce sera notre mot de conclusion. Merci à toutes et à tous pour votre présence. C'était un plaisir de vous avoir ce soir sur cette thématique. Je le rappelle, cette thématique de conférence, comme toutes les autres, se retrouve sur les replays des conférences. Si certaines ne sont pas encore arrivées, elles vont arriver très vite, ne vous en faites pas. Chacune des conférences comme ça vous permet de les revoir sur la chaîne YouTube de l'école. Et pour en savoir plus, nous vous enverrons dès demain, dans le mail de retour après votre participation à cette thématique ce soir, une bibliographie avec quelques liens pour que vous puissiez en découvrir un peu plus sur cette vaste thématique qu'est l'art des broches. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle conférence de l'école. Merci, Au revoir. au revoir, merci d'être venu.